Bien, bonjour à tous. On va donc ouvrir ce séminaire de l'unité avec 3 présentations d'équipe. Et donc, je rappelle la règle, hein, vous gardez vos micros et vos caméras fermés, sauf les orateurs et intervenants. Et puis, idéalement, poser des questions sur le chat pendant la présentation, de telle sorte qu'après, on puisse les lire et interagir avec les présentateurs. Donc, la première présentation, c'est Anne-Geneviève et Valentin Leduc qui vont la faire sur, vous allez voir, un sujet très pertinent dans le contexte actuel concernant l'utilisation des anticorps monoclonaux en prévention des complications de la Covid. Donc, Anne-Geneviève, c'est à toi et j'enregistre cette présentation qui sera sur la chaîne de l'université. OK, merci Fabrice. Est-ce que vous voyez mes diapositives? On voit très bien tes diapositives. Donc, c'est parfait, donc je démarre. Donc, la présentation qu'on va vous faire aujourd'hui avec Valentin Leduc, qui est assistant ingénieur dans l'équipe Terravir, concerne la cohorte prospective ANRS COCOPREV, qui est une cohorte qui a inclus des patients infectés par le SARS-CoV-2 et qui ont reçu un traitement curatif visant à prévenir la progression vers une maladie Covid-19 sévère. Alors, les objectifs de cette cohorte qui a démarré donc, en septembre 2021, c'était donc d'étudier l'évolution clinique de patients infectés par le SARS-CoV-2 qui sont à haut risque de complications par le SARS-CoV-2 et qui ont été traités dans le cadre d'une ATU de cohorte délivrée par la NSM. Donc, ça comprend en fait tous les traitements curatifs, quel que soit le dispositif d'accès, donc à la fois des anticorps monoclonaux, mais également des antiviraux comme le remdesivir ou le molnupiravir. Donc, les objectifs secondaires de la cohorte, c'était d'étudier l'évolution virologique et le risque d'émergence de variants résistants au cours du traitement, les complications secondaires, la tolérance au traitement, la faisabilité de la prévention précoce et la réponse immunologique après traitement. Donc, les patients qui étaient éligibles à un traitement curatif précoce, qu'ils sont toujours, c'est des patients qui ont un haut risque élevé de Covid-19 sévère. Donc, ça comprend à la fois les patients qui ont un déficit de l'immunité lié à une pathologie ou un traitement. Bon, je ne vais pas vous lire la liste. Les patients de plus de 80 ans et les patients qui présentent un autre facteur de risque en dehors de l'immunodépression ou de l'âge et qui ont un risque de complications. Donc ça, c'est une liste qui est tout à fait officielle. Alors, le schéma de l'étude, les patients qui ont été inclus devaient présenter les critères d'indication d'un traitement, avoir le régime de sécurité sociale, donner leur consentement. Les critères de non-inclusion, c'était de participer à une autre recherche, les patients vulnérables ou les femmes enceintes ou allaitantes. Donc, nous avons pu inclure dans la cohorte, les inclusions sont maintenant terminées, nous avons pu inclure 728 participants. 258 ont reçu Casirivimab, Indevimab, 40 Tixagevimab et Silcavimab, 315, donc c'est le groupe le plus important, ont reçu du Sotrovimab, 103 du Nimaltrelvir, qui est le Paxlovid, et 12 patients ont reçu du Remdesivir. Alors, ce qui est intéressant dans cette cohorte, c'est que on a pu avoir évidemment les données cliniques de ces patients, mais ils ont eu un suivi virologique assez rapproché. Et par exemple, pour les patients qui étaient hospitalisés, ils avaient un prélèvement nasopharyngé à J3, J5, J7 du début du traitement. Et ensuite, tous les 7 jours, tant que leur PCR Covid-19, enfin leur PCR SARS-CoV-2 était positive, avec un CT inférieur à 31, et ça jusqu'à M3. Les patients qui n'étaient pas hospitalisés, donc c'est quand même la majorité des patients qui étaient suivis en ambulatoire, eux avaient un prélèvement nasopharyngé à J7, et pareil, toutes les semaines, tant que leur PCR était positive. Et parallèlement, on a aussi pu faire des prélèvements sanguins chez les participants avec la collecte de plasma et de sérum
à J0 à baseline avant le démarrage du traitement, à J7, M1 et M3. Et pour certains des patients qui ont participé à une sous-étude immunologique, la conservation de PBMC qui va nous permettre d'évaluer finement la réponse immunologique. Alors, ça, c'est un des résultats que nous avons publiés dans la cohorte COCOPREV. L'objectif, c'était d'étudier la réponse à un traitement donc, par anticorps sotrovimab en comparant, disons, l'efficacité du sotrovimab, l'efficacité clinique chez les patients qui étaient infectés par Omicron avec les lignages BA1 versus BA2. Puisque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait quand même toute une discussion avec une diminution de la neutralisation du sotrovimab pour certains variants, enfin, certains sous-variants Omicron et en particulier BA2. Donc, voilà, on se posait la question de l'efficacité clinique conservée ou non du sotrovimab sur ce variant en particulier. Donc là, dans ce travail, on a comparé des patients donc, qui étaient infectés par BA1, 143 patients et 47 patients infectés par BA2 et qui ont tous reçu du sotrovimab. Bon, ces patients étaient en majorité immunodéprimés dans environ 70% des cas. Ils avaient aussi d'autres facteurs de risque de Covid sévère d'environ 50% des cas. 70%, entre 70 et 90% des patients avaient reçu 3 doses de vaccin. Mais vous voyez qu'il y en avait déjà, enfin que seulement, disons, les 3/4 des patients avaient une sérologie positive, puisque c'est des patients qui ne répondent pas forcément bien à la vaccination, avec une médiane d'IgG anti-S qui n'était pas extrêmement élevée, hein, 807 BAU par millilitre pour BA1 pour les patients infectés par BA1 et 395 pour les patients infectés par BA2. Donc, le résultat, voici les résultats en fait, de ce travail que nous avons effectué. Donc, on avait bien confirmé, quand on mesure le titre neutralisant dans le plasma des patients qui avaient été collectés à J7 chez 60 patients, qui avaient une sérologie IgG anti-S négative avant traitement, on confirme bien que, vous voyez ici, que le titre neutralisant pour BA2 est 4 fois en fait inférieur à ce qu'on observe avec le variant BA1, donc bien une diminution de la neutralisation de sotrovimab vis-à-vis de Omicron BA2. En revanche, ce qu'on a pu observer, c'est qu'en termes d'évolution clinique à la visite J28, il n'y avait pas de différence en termes d'évolution clinique, que ce soit entre les deux groupes de patients, que ce soit en termes d'hospitalisation ou d'aggravation des symptômes. Donc, et ce qu'on a également pu observer, c'est qu'il n'y avait pas de différence en termes de pente de décroissance de la charge virale au cours du traitement, que ce soit chez les patients infectés par BA1 ou par BA2. Donc là, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un peu une discordance finalement entre ce qu'on observe in vitro avec une diminution de la neutralisation du sotrovimab vis-à-vis de BA2 et la réponse clinique. Donc, les questions qu'on s'est posées, c'est finalement, est-ce qu'avec la dose qu'on utilise de sotrovimab, est-ce qu'on surpasse cette diminution de neutralisation et que finalement, on ne l'observe pas cliniquement? Et une autre hypothèse, c'est que le sotrovimab non seulement a une activité neutralisante, mais il y a peut-être d'autres fonctions antivirales liées à l'utilisation de cet anticorps, et en particulier les fonctions, ce qu'on appelle les fonctions cytotoxiques, les fonctions liées au fragment FC, type ADCC ou activation du complément. Là, sur cette diapositive, vous voyez qu'au cours du temps, on a eu l'émergence d'autres sous-variants de Omicron. Donc, quand on a fait cette première étude, c'était principalement BA1 et BA2 qui étaient présents. Mais actuellement, on a plutôt une circulation d'autres sous-variants Omicron qui sont XBB et BQ11, par exemple. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que globalement, l'activité de tous les anticorps monoclonaux qu'on a à disposition actuellement, leur activité est vraiment diminuée vis-à-vis de
vis-à-vis de ces variants et peut-être un petit peu moins impacté pour sotrovimab, mais en tout cas, vous allez le voir aussi par la suite. Par exemple, quasi-1D et Tixa-Silga, la diminution de l'activité neutralisante est vraiment extrêmement importante vis-à-vis de ces nouveaux variants. Donc, ça pose un problème en termes de traitement, hein, de disponibilité des traitements pour les patients immunodéprimés, puisque actuellement, dans les recommandations, les anticorps monoclonaux ne font plus partie des recommandations d'utilisation compte tenu de la circulation de ces nouveaux variants. Alors, je vous parlais de cette activité des anticorps. Donc, vous savez que les anticorps, en fait, il y a deux parties. La partie donc, FAB, qui est la partie qui se lie à l'antigène, et la partie FC, qui est la partie plus qui comporte cette activité cytotoxique. Donc, quand on mesure l'activité d'un anticorps, bien sûr, on va mesurer son activité neutralisante, et c'est ce qu'on fait par les tests de neutralisation, et on va s'intéresser essentiellement à cette partie. Mais quand on fait des tests de neutralisation, on n'étudie pas du tout cette fonction FC et cette fonction cytotoxique. Alors, il y a certains anticorps, comme le sotrovimab, qui n'ont pas cette fonction FC, n'est pas modifiée. Et donc, voilà, notre hypothèse était qu'elle participe donc à l'activité du sotrovimab. Et donc, les résultats que je vous présente aujourd'hui, là, qui sont en cours de soumission, donc, sont des résultats qu'on a pu obtenir grâce à une collaboration avec l'équipe d'Olivier Schwartz et Timothée Bruel à Pasteur. Et donc, on est allé les voir pour leur demander de travailler avec nous sur la cohorte CocoPrev afin d'étudier plus finement cette activité, cette fonction FC du sotrovimab dans le sérum des patients. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, on a sélectionné en fait 80 patients immunodéprimés, ce qui représente à peu près 320 sérums. Des patients qui avaient tous en fait des sérologies à baseline inférieures à 280 pour éviter d'avoir à mesure d'être parasité en fait par une réponse déjà à baseline liée à la réponse anticorps endogène, et qui avait donc un suivi longitudinal de baseline à J7 et M1 et M3. Donc, ça représente 80 patients. Et pour ces 80 patients, donc on en avait 29 qui étaient traités par sotrovimab, 34 par 1D quasi, 4 par Silga-Tixa et 13 patients traités par donc un antiviral, le Nirmatrelvir. Donc, ce qu'on voit là sur cette diapositive, c'est qu'après administration donc, des différents traitements, ici vous avez sotrovimab, on voit bien une induction, hein, une augmentation de la quantité d'anticorps anti-S, hein, qui est liée à l'injection de l'anticorps monoclonal avec une très bonne réponse voilà, dès J7. Ce qu'on observe après la même chose, hein, pour les deux autres anticorps monoclonaux. En revanche, on voit que pour le Nirmatrelvir, ce qu'on mesure ici, c'est la réponse endogène des patients, puisque là, on n'injecte pas d'anticorps monoclonal anti-S. Alors, les résultats en fait intéressants, c'est sur cette diapositive qui montre que quand on mesure donc, la neutralisation des différents traitements vis-à-vis de différents variants, donc on a utilisé le variant, disons, original, la souche originale qui s'appelle D614G, et puis les deux sous-variants d'Omicron les plus récents, BQ11 et XBB15. Donc, ce qu'on voit en termes de neutralisation, c'est que quand on regarde donc 1D quasi, Silga-Tixa et Nirmatrelvir, on voit que il n'y a pas, enfin, voilà, ces deux, en tout cas les deux anticorps monoclonaux ne neutralisent pas du tout les variants BQ1 et XBB5. En revanche, on a une bonne neutralisation vis-à-vis de la souche originale. Ce qui est intéressant pour le Sotro, c'est que là, on voit que, bien sûr, il y a une neutralisation vis-à-vis de la souche originale,
Alors, même s'il y a une réponse neutralisante qui est diminuée vis-à-vis des sous-variants, on confirme bien une conservation de l'activité neutralisante, certes réduite pour le sotrovimab. Et puis, pour l'imartrevir, ce qu'on mesure, c'est la neutralisation endogène liée aux anticorps qui sont déjà présents chez les patients. Donc là, il y a l'évaluation de la fonction ADCC, donc la fonction cytotoxique de l'anticorps. Et ce qu'on voit très bien, c'est que pour Indécasie et Cilgatixa, on n'a pas du tout d'activité cytotoxique des deux anticorps vis-à-vis des variants, des derniers variants, et y compris de la souche initiale, le D614Z. En revanche, pour le sotrovimab, on a bien une activité cytotoxique conservée, qui est même assez élevée, un petit peu diminuée par rapport à la souche initiale, mais qui reste quand même assez importante. Donc, ce que ça suggère, c'est que peut-être que le sotrovimab, malgré en fait une diminution de la neutralisation vis-à-vis de certains des derniers variants, conserve en fait une fonction cytotoxique, et donc peut-être que ça explique en partie son activité clinique chez les patients, et que sans doute on a peut-être jeté un peu trop tôt le sotrovimab à la poubelle, enfin en tout cas on l'a peut-être écarté un peu trop rapidement des recommandations, et que probablement certains patients pourraient en bénéficier, puisque les recommandations actuelles, c'est plutôt d'utiliser du nirmatrelvir en première intention pour prévenir les formes sévères chez ce type de patients. Mais il y a certains patients qui ne peuvent pas le recevoir parce qu'il y a beaucoup d'interactions médicamenteuses. Donc voilà, c'est la question, disons la question soulevée par ce travail. Et moi, j'en ai terminé pour ma partie. Voilà, il y a déjà les remerciements des gens qui participent à la cohorte, en particulier donc Fabrice Cara, qui est le responsable méthodologique, et les deux PI cliniques qui sont Yuri Yordanov et Guillaume Martin Blondel. Et puis voilà, toute l'équipe qui supporte, qui nous aide à faire fonctionner cette cohorte, et la NRS et NIE, bien sûr, qui l'a financée. Donc là, je laisse la parole à Valentin pour la suite. Très bien, donc je vais partager mon écran. Donc, est-ce que vous voyez mes diapos? Oui, c'est bon. C'est bon. Donc, du coup, moi, ce que je vais vous présenter, c'est un peu une sous-étude de l'étude CocoPrev qu'Anne-Geneviève vient de vous présenter. Donc, l'objectif de cette sous-étude, c'était sur ces mêmes patients à haut risque traités par des anticorps monoclonaux et d'autres types de molécules, c'était d'évaluer le risque d'émergence de mutations de résistance dans la protéine spike, donc uniquement sur les patients traités par anticorps monoclonaux. Et dans l'éventualité où on trouvait de telles mutations de résistance, d'essayer d'évaluer l'impact que ces mutations avaient sur les patients et sur l'évolution du SARS-CoV-2. Donc, dans cette sous-étude, on a inclus des patients qui étaient traités soit par casirivimab, indévimab, soit par sotrovimab, soit par tixagevimab, silgavimab. Donc, l'anticorps que les patients ont reçu va être essentiellement déterminé par la période à laquelle ils ont été inclus, parce que c'est des anticorps qui n'ont pas été utilisés finalement aux mêmes périodes. Et du coup, ce qu'on a fait sur ces patients, c'est qu'on a séquencé le génome complet du SARS-CoV-2. Et ensuite, avec les données de séquençage, on a recherché l'émergence de variants minoritaires dans la protéine spike au cours de leur suivi. Donc ça, c'est le pipeline bioinformatique qui a permis de détecter les mutations sur les données de séquençage. Donc c'est un pipeline qui s'appelle Paper Margin Deep Variant, qui en fait va utiliser l'alignement des séquences sur le génome de référence du SARS-CoV-2 pour détecter, grâce à des outils de deep learning, les mutations par rapport à la référence. On avait pris comme seuil quand même pour identifier les mutations, d'avoir une profondeur minimum de 30x à la position donnée et une fréquence de mutation d'au moins 10%
parmi tous les reads disponibles. Donc, juste quelques rappels sur la protéine spike. Donc, la protéine spike, c'est une des 4 protéines de structure du SARS-CoV-2, composée de 2 sous-unités S1 et S2 et composée d'un domaine transmembranaire inséré dans l'enveloppe de la particule virale et d'un grand ectodomène qui va être présenté à la surface du virus. Donc, le rôle de cette protéine est majeur parce qu'elle va permettre l'interaction avec le récepteur cellulaire ACE2 et l'entrée du génome viral dans la cellule grâce à un domaine particulier, donc le domaine RBD, qui est vraiment à l'extrémité de la protéine. Et du coup, pardon, on revient. Et du coup, en ce qui concerne les anticorps monoclonaux qu'on a étudiés dans cette étude, donc ce sont tous des anticorps qui ciblent ce domaine RBD et qui peuvent être regroupés en quatre classes différentes en fonction de l'épitope qu'ils vont cibler dans ce domaine RBD. Donc, les 2 premières classes vont cibler le motif RBM au sein du domaine RBD, qui est vraiment le motif où se fixe le récepteur ACE2. Et globalement, tous ces anticorps vont bloquer soit de manière directe, soit de manière indirecte, la fixation de la protéine spike sur le récepteur ACE2. Donc, en France, il y a différents anticorps et combinaisons d'anticorps qui ont pu être utilisés. Donc, globalement, le premier anticorps qui a vraiment été utilisé, ça a été la combinaison casirivimab-indevimab, qui a été utilisée en traitement curatif et en traitement prophylactique pré-exposition et post-exposition. Donc ensuite, cette combinaison d'anticorps est devenue inefficace avec l'émergence du variant Omicron. Et à ce moment-là, on est passé sur l'utilisation du sotrovimab et de la combinaison tixagevimab-silgavimab. Donc au niveau des résultats de cette sous-étude, on a pu séquencer le génome du virus de 264 patients, donc 74 traités par casirivimab-indevimab, 166 par sotrovimab et 24 par tixagevimab-silgavimab. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que c'était des patients en majorité immunodéprimés. Et ce qu'on voit également, c'est que ces patients n'étaient pas forcément atteints par les mêmes variants. Donc, les patients traités par casirivimab-indevimab étaient principalement infectés avec des variants Delta, tandis que les patients sotrovimab étaient plutôt infectés par des variants BA1, BA2, et les patients traités par tixagevimab-silgavimab plutôt par des variants BA5. Donc, on voit aussi que dans ces différents groupes de patients, on avait des niveaux de vaccination différents, des niveaux d'hospitalisation aussi différents. Et les patients traités avec tixagevimab-silgavimab étaient plutôt plus traités de manière prophylactique en pré-exposition. Ce qu'on voit au niveau des charges virales, c'est que s'il n'y a pas de différence à baseline entre ces différents groupes, on voit quand même que les patients traités par casirivimab-indevimab, donc principalement sur du variant Delta, vont avoir des charges virales qui vont diminuer quand même de manière un peu plus rapide à J7 et J14 après l'initiation du traitement, en comparaison avec les 2 autres traitements. Et on voit qu'entre ces différents groupes, on a aussi des niveaux d'anticorps IgG anti-spike à baseline assez différents, assez hétérogènes. Sinon, au niveau de la détection des mutations, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a cherché à identifier l'émergence de substitutions non synonymes dans la protéine spike de ces patients. Donc, c'est des mutations pour lesquelles, au final, on a un changement d'acide aminé. Donc, c'est des mutations qui induisent un changement d'acide aminé. Donc, pour ces 3 traitements, on a trouvé beaucoup de substitutions non synonymes. Et au final, on a fait le choix de conserver uniquement celles qu'on retrouvait avec une prévalence supérieure à 5% chez les patients, en estimant que toutes celles qui étaient en dessous de ce niveau de prévalence représentaient des mutations ponctuelles qui n'étaient pas forcément liées à l'utilisation d'un traitement par anticorps monoclonal. Donc, au final, ça nous a fait sélectionner 6 résidus dans la protéine spike pour lesquels on retrouvait des substitutions. 1 pour le casirivimab-indevimab, 3 pour le sotrovimab et 2 pour le tixagevimab-silgavimab. Donc, sur ces 6 résidus substitués, au final, il y en avait 5 qu'on trouvait dans le domaine RBD. Et par contre, la mutation L1186 liée au casirivimab-indevimab qu'on trouvait dans le domaine HR2 de la protéine spike. Donc,
quand on s'est intéressé à regarder les fréquences intra-hautes de ces mutations une fois qu'elles avaient émergé, on s'est rendu compte que les mutations qui émergeaient sous sotrovimab et tixagevimab, silgavimab atteignaient assez rapidement des fréquences intra-hautes assez élevées. Donc, ça veut dire qu'en fait, elles étaient assez rapidement sélectionnées par les patients une fois qu'elles avaient émergé, alors que la mutation L1186 qui émergeait sous casirivimab, indevimab, au final, plafonnait un peu à des fréquences plutôt faibles chez les individus, ce qui suggère que cette mutation, une fois qu'elle émergeait, était assez faiblement sélectionnée, voire pas du tout. Ensuite, quand on a essayé de comparer un peu ce qui se passait au niveau de la cinétique d'émergence des mutations entre les différents traitements, on s'est rendu compte que les patients traités par tixagevimab, silgavimab voyaient ces mutations émerger de manière beaucoup plus rapide que les deux autres traitements. Et de la même manière, avec des analyses multivariées, on s'est rendu compte que le risque d'émergence de mutations était plus de 5 fois plus élevé chez les patients traités par tixagevimab, silgavimab. Avec ces analyses-là, on a aussi vu que l'immunodépression était un facteur de risque associé à un risque presque 6 fois plus important de développer ce type de mutation. Et lorsqu'on a comparé les patients qui ont développé ces mutations indépendamment du traitement qu'elles ont reçu au cours de leur suivi, on se rend compte que l'émergence de ces mutations est associée à un retard de clairance virale. Donc, ça veut dire que les patients qui vont développer des mutations dans leur protéine spike vont avoir une charge virale qui va se maintenir à des niveaux plus élevés plus longtemps que les patients chez qui on ne va pas retrouver de mutation. Et en revanche, malgré cette différence de niveau de charge virale, on n'a pas vu d'impact sur l'évolution clinique des patients. Donc, l'émergence de ces mutations n'est pas forcément liée à des niveaux d'hospitalisation plus élevés ou des symptômes plus graves. Donc maintenant, quand on s'est intéressé un peu plus en détail à ces mutations-là, on s'est rendu compte que la substitution L1186 associée au casirivimab, indevimab se trouvait en fait dans le domaine HR2 dans un motif très conservé chez les coronavirus. Donc, il y a un motif qui est très important pour l'entrée de la particule virale dans la cellule. Et au final, ça indique que cette mutation-là a pas forcément confère pas forcément un avantage évolutif au virus, ce qui va un peu dans le sens des fréquences assez basses qu'on retrouve chez les individus une fois que cette mutation est émergée, dans le sens où cette mutation-là n'a pas l'air d'être très vite sélectionnée et ne confère pas forcément un avantage quelconque. Pour ce qui est des mutations qui émergent sous sotrovimab, c'est des mutations qui ont été décrites dans d'autres études qui sont associées vraiment à une résistance au sotrovimab. Et c'est des mutations qu'on retrouve uniquement dans ces études-là. C'est pas des mutations qu'on retrouve dans des lignées du SARS-CoV-2 qui sont dans la population générale. Donc, c'est des mutations qu'on retrouve uniquement liées à l'utilisation de ce traitement-là. En revanche, pour les mutations qu'on retrouve sous tixagevimab, silgavimab, donc les substitutions au niveau des résidus R346 et K444, c'est des mutations qui ont déjà été retrouvées dans plusieurs sous-lignées d'Omicron, une multitude de sous-lignées d'Omicron, qui ont été retrouvées à partir du variant BA1 et chez plein d'autres sous-lignées plutôt minoritaires, et qui ont déjà été étudiées, et des études ont montré que ces deux mutations-là, au niveau de ces deux résidus, avaient des propriétés d'échappement immunitaire, notamment pour les mutations qui touchaient le résidu R346, et des propriétés d'augmentation de l'affinité pour le récepteur ACE2 au niveau des mutations qui touchaient le résidu K444. Donc, quand on a regardé dans la population générale sur la période qu'on a étudiée dans ce travail, on s'est rendu compte que ces deux mutations-là, donc dans un premier temps, la mutation du résidu R346 émergeait de manière concomitante avec l'émergence du variant BA1, puisque parmi les variants BA1, il y en avait à peu près 60% qui avaient la mutation R346T. Donc ensuite, cette mutation-là a complètement disparu avec le remplacement du variant BA1 par le variant BA2, qui ne possédait pas de mutation sur ces résidus-là. Et ensuite, finalement, avec l'émergence des variants XBB et BQ1, on a revu des mutations au niveau de ces deux résidus émergés, cette fois-ci à des fréquences très élevées, puisque les variants BQ1 et XBB sont devenus rapidement majoritaires.
Donc, en conclusion, avec ce travail, on a montré que les mutations de résistance sous anticorps monoclonaux émergeaient rapidement et de manière assez fréquente. On a vu que l'immunodépression était un facteur de risque fortement associé à l'émergence de ces mutations. Et on a vu qu'il y avait des différences en fonction des traitements, notamment avec le tixagevimab qui était associé, silgavimab qui était associé avec un risque 5 fois supérieur, qui peut s'expliquer par le fait qu'au final, au moment où il a été utilisé, le tixagevimab n'était pas efficace sur les variants qui circulaient. Et au final, c'était pas une bithérapie en réalité, mais plutôt une monothérapie, puisqu'il y avait uniquement le silgavimab qui était efficace, et ce qui pouvait faire en sorte que le SARS-CoV-2 avait plus l'opportunité avait moins de pression de sélection et avait plus l'opportunité de développer des mutations de manière un peu plus rapide. On a vu que ces mutations-là étaient associées à un retard de clairance virale et des charges virales plus élevées, mais que ces charges virales plus élevées n'avaient pas forcément d'impact sur l'évolution clinique des patients. En revanche, ce qu'on a montré, c'est que les mutations qui émergeaient, notamment sous tixagevimab, silgavimab, avaient un possible impact sur l'évolution génétique du SARS-CoV-2, puisqu'on a retrouvé quand même beaucoup de sous-lignées d'Omicron qui disposaient de mutations au niveau de ces deux résidus-là, à peu près en même temps que ce traitement a été utilisé. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup, Valentin. Merci Anne-Geneviève. Vraiment, je trouve que c'est un très bel exposé. Et merci pour vos efforts de pédagogie, même si je pense que tout le monde n'est pas aussi informé que d'autres peuvent l'être, moi, finalement, de ces travaux. Alors, on n'a pas beaucoup de temps parce qu'on est un peu hors délai, mais il y a une question de Pierre-Yves que je vous lis, qui est: comment expliquer une mutation qui ne confère pas d'avantage? C'est concernant la mutation 1186. Est-ce qu'elle est sélectionnée à cause de petits échantillons sur un petit nombre? Ou est-ce que, voilà, comment est-ce que vous expliquez ce résultat d'une mutation qui finalement persiste, mais ne confère pas d'avantage compétitif par rapport au virus sauvages? Bah, au début, c'est vrai que moi, j'ai un peu douté de cette mutation-là, puisqu'elle ne touche vraiment pas l'endroit où se fixe l'anticorps. Et du coup, j'ai quand même fait des vérifications en utilisant des techniques différentes sur les mêmes patients pour voir si je la retrouvais vraiment, si c'était pas vraiment un artefact qui était lié au séquençage ou à autre chose. Et c'est vraiment une mutation que je retrouve et qui émerge, mais j'ai vraiment pas d'explication à pourquoi elle émerge et pourquoi à cet endroit-là, étant donné que c'est un domaine qui est conservé et qui au final est assez caché dans la protéine spike, et qui est pas forcément accessible par les anticorps. Et effectivement, moi, j'ai pas vraiment d'explication à pourquoi cette mutation émerge à cet endroit-là. Surtout qu'elle n'est pas particulièrement sélectionnée par les patients. Donc, au final, j'ai pas vraiment d'explication. Donc, follow-up question, ça concernait combien de patients avec cette mutation de résistance? Au final, sur les patients traités par Ronaprev, on avait 74 patients et on a une prévalence environ 30%. Environ 30%, donc sur 74 patients, donc c'est pas négligeable. Pas négligeable, oui. Mais peut-être que, alors, parce que là, on s'est focalisé sur la spike. Après, on sait que, par exemple, chez les virus, il peut y avoir des mutations de compensation qui se font. Peut-être qu'il y a d'autres mutations ailleurs dans le génome qu'on n'a pas encore explorées, qui peuvent être liées à cette mutation. Et voilà. Donc, il y a peut-être des choses encore à explorer pour expliquer pourquoi on retrouve cette mutation chez un certain nombre de patients. Okay. Et donc, il y a une question de Gilles qui est, je pense, importante, qui est finalement, c'est quoi la recommandation aux décideurs? Ce que ça suggère, c'est qu'il faudrait peut-être reconsidérer l'utilisation du sotrovimab actuellement. C'est en cours. Alors, c'est en cours et alors, il y a des questions parce qu'il y a d'autres pays qui continuent à l'utiliser. Par exemple, alors, je crois que la Suisse lui continue à l'utiliser, mais en doublant les doses. Donc, voilà. Donc, voilà, il y a des... Mais il y a des protocoles là, qui vont démarrer en utilisant le Sotro. Voilà, je pense qu'il faut... En fait, ce qui est compliqué, c'est qu'au départ, on met en place des tests d'évaluation d'activité, mais qui ne sont, qui sont pas tout à fait parfaits, qui n'évaluent pas tout. Donc,
Je pense qu'on prend parfois aussi des décisions un peu rapidement. Eh bien, merci beaucoup à vous. Juste la seule chose que je voulais dire pour terminer, c'est qu'en fait, j'ai présenté Valentin comme assistant ingénieur, mais il fait également sa thèse de sciences et il la soutient demain. Voilà. On espère même qu'il sera promu très prochainement, d'une part. Et d'autre part, j'aimerais rappeler aussi que ce travail, c'est un travail qui implique 3 équipes de l'IPLES. Exactement. Donc, l'équipe d'Anne-Geneviève, mais aussi l'équipe de Florence avec Yuri Yordanov et mon équipe. Donc, maintenant, on va passer, merci beaucoup à vous. Merci. On va passer à la présentation de l'équipe SUMO, où là, vous allez tout savoir sur l'homophilie de la vaccination. C'est qui se vaccine s'assemble avec d'autres vaccinés, si je comprends bien, et le Covid-19 et son impact finalement potentiel. Donc, Eugenio, merci beaucoup et c'est à toi de parler. Merci Fabrice et bonjour à tout le monde. Donc, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez ma présentation? On la voit, mais elle paraît toute petite. Je ne sais pas pourquoi. Attendez. Maintenant, c'est bon? C'est impeccable. Parfait. Alors, je commence et voilà, je voudrais vous présenter un travail que j'ai fait récemment avec Pierre-Yves, où on cherche on a étudié les patterns de vaccination contre la COVID-19 en Europe et voilà, et on a vu et on fait des réflexions sur quelle stratégie de vaccination future on doit prendre en compte. Donc, d'abord, je vais commencer avec un petit rappel de l'histoire de la vaccination contre la COVID en Europe, même si beaucoup parmi vous connaissent tout ça très bien. Donc, disons, la zone qu'on considère, c'est l'Union européenne, en fait, le network de l'ECDC. Donc, il y a aussi, par exemple, la Norvège, qui n'est pas dans l'Union européenne, mais on le prendre en compte, et la population adulte, donc à partir de 18 ans. Ici, vous voyez le nombre de doses administrées par jour, tous les jours. En 2000, là, je vais de 1er janvier 2021 jusqu'à la fin de 2022. Et là, vous voyez le profil que je suis sûr vous connaissez bien dans dans l'intensité, dans la vitesse de la campagne de vaccination contre la Covid qu'on a eue en Europe. C'est intéressant, en fait, mais de souligner une chose que, voilà, peut-être vous serez seulement en courant, mais quand même, il faut la rappeler, le fait que, voilà, si on distingue entre primo-vaccination et toutes les doses données, on voit ici en orange, vous voyez le primo-vaccination, donc le nombre de doses administrées tous les jours à des personnes qui n'étaient jamais vaccinées contre le Covid. Ce qu'on voit, que toutes les primo-vaccinations en Europe ont été faites en 2021. Donc, à partir de 2022, presque personne qui n'était pas vacciné contre la Covid a été vacciné contre la Covid. Si vous voyez exactement ça, et vous voyez aussi que le deuxième pic bleu, le grand pic bleu, c'est la troisième dose. Et là, c'était vraiment exactement la troisième dose. Donc, une dose de rappel pour des gens qui étaient déjà vaccinés. N'empêche que, comme on sait bien, la vaccination contre la Covid a été un succès en Europe parce que plus de 80% des adultes ont reçu à ce moment-là, à cette heure-là, une vaccination, au moins une dose de vaccination contre la Covid. N'empêche que 80%, c'est beaucoup, mais ça veut dire que presque 60 millions d'adultes en Europe sont toujours pas vaccinés contre la Covid. Et en plus, si vous voyez la carte ici, disons
le coverage de la primo-vaccination est aussi très hétérogène en Europe et surtout il y a des pays dans l'Europe de l'Est qui ont toujours des taux de primo-vaccination qui sont plus bas que la moyenne européenne. Comme on sait bien, malgré le succès de la campagne de vaccination, le Covid, pour beaucoup de raisons, il reste une épidémie que même maintenant qu'on est en transition vers l'endémicité de la maladie, génère un burden qui est très concret en termes de maladies sévères, de mortalité, de post-COVID condition. Et si on regarde la excess mortality, même en 2022, c'est quand même encore 10% plus haute que pré-COVID. Donc, de ça, on se dit, vu que la vaccination reste toujours le moyen principal de réduction de ce burden du COVID, on a voulu réfléchir sur quelles sont les stratégies futures possibles pour la vaccination contre la COVID. Vu qu'il y a, broadly speaking, deux stratégies possibles. Un, c'est de vacciner périodiquement avec des doses de rappel des gens qui ont déjà été vaccinés contre la COVID, surtout des gens qui sont à risque de formes graves, etc. Et l'autre stratégie serait d'essayer de vacciner des gens qui ont été jamais vaccinés contre la COVID à ce stade-là. Je crois que vous serez d'accord en disant que la stratégie qui est la plus répandue maintenant partout en Europe, c'est de continuer à vacciner les gens qui ont déjà été vaccinés. On a fait beaucoup d'efforts, on le sait bien, au niveau politique, au niveau de santé publique, de vacciner les gens qui hésitaient à se faire vacciner. Maintenant, on les donne un peu comme perdus et on cherche de garder une protection haute dans la population vaccinée. Vu aussi le coverage qui est très haut. Mais là, on a réfléchi sur quelque chose qui est, disons, très basique, mais parfois, on ne s'est pas beaucoup tenu en compte que c'est quelque chose qui, par exemple, est très étudié, très clair dans la théorie des réseaux, que c'est l'homophilie dans la vaccination ou la sortativité, on peut parler de sortativité. Et là, pour comprendre de quoi je parle, je vous montre deux réseaux de contacts. Donc, les points sont des personnes et les liens sont des contacts sociaux. C'est des réseaux que j'ai inventés. Et les gens en rouge, les personnes en rouge sont des personnes qui ne sont pas vaccinées. Les deux réseaux que vous voyez, ils ont le même coverage, donc la même fraction des gens qui sont vaccinés, la même fraction des gens qui ne sont pas vaccinés. Mais vous pouvez apercevoir, même en regardant, qu'ils ont des patterns de vaccination très différents. Si vous regardez le réseau à droite, vous voyez que les gens qui ne sont pas vaccinés sont au niveau de réseau, au niveau de contacts sociaux, clusterisés. Donc, ils ont beaucoup de contacts entre eux. Les gens qui ne sont pas vaccinés ont beaucoup de contacts parmi les gens qui ne sont pas vaccinés. Au contraire, dans le réseau à gauche, quand je l'ai simulé, j'ai assigné la vaccination complètement au hasard. Donc, ce qu'on connaît depuis beaucoup de travaux de modélisation, c'est que ces deux types de patterns ont des impacts très différents sur la circulation, sur le pouvoir de circulation dans la communauté d'une épidémie. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le vaccination coverage ne dit pas toute l'histoire, parce que si le même coverage peut être réalisé par des niveaux d'homophilie dans la vaccination différents, et ce niveau d'homophilie a un impact sur la circulation de l'épidémie, alors il faut le prendre en compte et il faut voir aussi l'effet que les campagnes de vaccination ont eu et auront sur le pattern d'homophilie. Donc, le premier pas qu'on a voulu faire, c'est exactement d'essayer de mesurer cette homophilie
dans la vaccination du COVID-19 en Europe. Et pour ça, on a utilisé des données qui ont été collectées dans le cadre de la Global COVID-19 Trends and Impact Survey qui s'était organisée par la University of Maryland et Facebook, donc Meta, la compagnie de Facebook. Et donc, ce qu'ils ont fait, et pendant plus d'un an, ils ont posé des questionnaires via Facebook dans beaucoup de pays du monde, dans beaucoup de langues. Nous, ce qu'on a pris, c'est on s'est focalisé sur les questionnaires qui allaient dans les premiers 4 mois de 2022. On a inclus 22 pays dans la European Economic Area. On a exclu quelques pays dans l'Union européenne parce qu'il n'y avait pas assez de données. Donc, le total, c'était plus d'1 million de questionnaires. Donc, des gens qui répondaient à des questions démographiques, des questions standards et aussi des questions liées au Covid, liées à la perception, liées au comportement, liées notamment à la vaccination, etc. Et les réponses qu'on a considérées dans ces questionnaires, c'était bien sûr age and gender pour faire des ajustements. Bien sûr, le pays où les gens vivaient, parmi les pays qu'on a considérés. Et les questions les plus importantes pour nous, c'était have you had COVID-19 vaccination? Yes or no? Donc, la déclaration d'être vacciné contre la COVID. Et une autre question, c'était thinking about your friends and family, how many have gotten a COVID-19 vaccine? Et la réponse, c'était une réponse catégorique où les gens disaient que personne dans mon entourage, quelques personnes, tout le monde, etc., étaient vaccinés contre la COVID. Pour analyser ça, donc, pour mesurer l'homophilie, on voulait établir une association statistique entre justement l'être vacciné, donc la question « Have you had COVID vaccination ?» et le perceived coverage, donc le coverage dans son propre entourage. On a utilisé un case un design cas témoin, où nos cas, c'était les gens qui étaient vaccinés, les contrôles, c'était des gens qui n'étaient pas vaccinés, et l'exposition, c'était ce qu'on appelait perceived coverage, donc le coverage, le taux de vaccination dans l'entourage de la personne, qui on a modélisé comme une variable qui va entre 0 et 1, donc 0 personne dans mon entourage est vacciné, 1 tout le monde dans mon entourage est vacciné. Et avec ça, on a juste utilisé une régression logistique standard où on essayait de prédire l'état de vaccination en fonction du perceived coverage en ajustant pour age and gender et aussi en avoir un random effect au niveau de pays. Donc, il y avait ce coefficient que vous voyez, la bêta, c'était effectivement l'effet de l'homophilie ici. Et particulièrement, on a défini ce que c'était un vaccination odds ratio, qui était donc une augmentation de odds ratio d'être vacciné pour une augmentation du 10% dans le taux de vaccination dans mon entourage. Donc, de façon très pratique, un odds ratio, comme d'habitude, plus grand que 1, ça signifie qu'il y a une vaccination homophilie et le fait que beaucoup de gens autour de moi sont vaccinés est associé à moi être vacciné et au contraire, le fait que j'ai un entourage de gens qui ne sont pas vaccinés est associé avec moi que je ne suis pas vacciné. En dernier pas dans ce type de modèle, c'est en fait l'estimation de ce perceived coverage, la variable eta, parce que ce qu'on avait, c'était une question et une réponse catégorique. Donc, on a aussi modélisé une probabilité d'avoir un certain perceived coverage vu qu'on a une réponse à cette question. Et bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais on arrive à notre vraisemblance finale du modèle, que c'est la probabilité d'être vacciné vu que j'ai répondu d'une façon spécifique à la question combien de gens dans ton entourage sont vaccinés. Et avec cette likelihood finale, on peut estimer pour chaque pays
le vaccination odds ratio, donc, qui est très pratiquement l'intensité, la quantification de l'intensité de la vaccination homophily. Donc, ici, je vous montre qu'est-ce qu'on a trouvé. Tout d'abord, on a trouvé que partout dans les 22 pays de l'Europe qu'on a considérés, il y avait vaccination homophily. Vous voyez ici, dans chaque pays, le vaccination odds ratio et le credibility interval, c'est bien au-dessus de 1. Donc, le premier message, c'est qu'effectivement, il y a de vaccination homophily. Les gens qui ne sont pas vaccinés sont entourés des gens qui sont de préférence pas vaccinés. Et aussi qu'il y a des différences très substantielles parmi les pays. Donc, il y a des pays comme Hongrie et Finlande qui ont des niveaux plutôt bas de vaccination homophily et des pays comme la Suède qui ont le valeur le plus haut de vaccination homophily. Comme vous pouvez voir dans la carte à côté, que c'est juste je rapporte le valeur médiane de vaccination homophily que vous voyez à gauche pour chaque pays. Donc, comme premier pas, on a cherché de caractériser un peu ces différences de vaccination homophily à travers les pays. Non, justement, avant, je veux vous montrer qu'est-ce que ça veut dire finalement le vaccination homophily. Qu'est-ce que c'est l'interprétation concrète du vaccination odds ratio. Ici, on a, avec le modèle, simulé la probabilité d'être vacciné vu que j'ai une particulière caractéristique démographique, donc male, female et tranche d'âge. Et je réponds à la question combien de gens dans ton entourage sont vaccinés? Je réponds nobody, a few, some, most, of all. Et ici, c'est les valeurs moyennes pendant toute l'Europe. Bien sûr, on pourrait faire ça pour chaque pays. Donc, les valeurs bleues que vous voyez, c'est l'estimé qui sort de notre modèle statistique, qui ont comparé aussi avec les fréquences empiriques qu'on a vues dans les données de survey. Et je porte l'attention, par exemple, on prend les hommes, les jeunes hommes, donc les hommes âgés 18-34, qui sont ceux qui ont une différence plus grande. Et vous voyez que les gens qui ont répondu nobody among my friends and family is vaccinated ont une probabilité de 30% d'être eux-mêmes vaccinés. Les gens qui ont répondu que tout le monde dans leur entourage est vacciné ont une probabilité de presque 100% d'être vaccinés. Donc, ici, on voit exactement la quantification de cette vaccination homophily et qui montre aussi que le taux de vaccination perçu dans mon entourage peut être très différent du taux de vaccination moyen dans la population. Donc, comme je disais, on peut analyser les différences dans le taux de vaccination, dans le vaccination odds ratio, donc l'intensité de l'homophilie, avec d'autres variables. On trouve une chose que je trouve très intéressante, c'est qu'il n'y a pas de corrélation entre le taux de vaccination moyen dans le pays et l'intensité de l'homophilie. Et ça, c'est surtout vrai dans l'Europe occidentale, donc dans des pays comme par exemple la France. Vous voyez ici que tous les pays ont un taux de vaccination qui est entre 80 et 100%, mais il span tous les valeurs observées d'homophilie. Deuxièmement, ce qu'on a aussi remarqué, c'est qu'il y a une corrélation positive entre l'homophilie et la sévérité des restrictions, l'homophilie et la sévérité des restrictions dans la première vague de Covid. Donc, ici, dans le plot, vous voyez dans l'axe Y, l'intensité de l'homophilie, donc le vaccination odds ratio, et dans le axe X, le stringency index, la moyenne du stringency index en 2020.
Le Stringency Index, c'était un index qui était sorti par l'Université d'Oxford pour quantifier l'intensité des restrictions, les restrictions de mouvement, les fermetures et tout ça dans tous les pays. Et ce qu'on voit, c'est que les pays qui ont eu une première vague plus forte et donc des restrictions plus sévères sont associés avec une intensité d'homophilie un peu plus grande. Donc, on peut avoir des différentes hypothèses sur ça. Ce qu'on peut dire, c'est que peut-être avoir eu des fortes restrictions au début a peut-être polarisé les sentiments vis-à-vis du Covid et aussi de la réponse de santé publique des autorités. Et donc, peut-être ayant polarisé les sentiments, il a créé ce que les sociologues appellent des echo chambers, où les gens qui avaient des idées donc ils ne voulaient pas se vacciner, ils sont se clusterisés. Mais bien sûr, ça reste au niveau-là des hypothèses. La chose la plus, disons, plus intéressante qu'on voulait faire, c'était finalement de traduire ces valeurs d'homophilie qu'on a mesurées en termes d'impact sur la circulation du Covid. Donc, ça, c'est ce que j'ai dit au début, donc des valeurs différentes d'homophilie peuvent enchaîner des différents taux de circulation du Covid. Et en particulier, on voulait quantifier, traduire l'homophilie, l'effet de l'homophilie sur le taux de reproduction du Covid-19. Pour ça faire, on a combiné l'analyse statistique qu'on a fait avec un modèle mathématique de diffusion. Notamment très simple, en fait, on a utilisé le Next Generation Matrix Formalism, stratifié par sexe, âge et état de vaccination. Et très concrètement, la Next Generation Matrix, c'est la matrice qui vous voyez là. Donc, vu que je suis un cas avec un certain âge, avec un certain sexe et avec un certain état de vaccination, quel est le nombre moyen de cas que je génère dans une autre classe où les classes sont définies par âge, sexe et état de vaccination. Et l'important de ça, c'est que si on arrive à paramétriser bien ça, la Next Generation Matrix nous donne une estimation du taux de reproduction. Donc, on voulait utiliser notre modèle pour justement paramétriser la Next Generation Matrix. D'abord, ce qu'on doit dire, ce qu'on doit distinguer, c'est que, bien sûr, il y aura dans la Next Generation Matrix, qui bien sûr dépend des contacts, des schémas de contact dans la communauté, il y aura des contacts qui respectent l'homophilie et des contacts qui ne respectent pas l'homophilie, parce que l'homophilie, c'est mesuré parmi friends and family. Après, il y a des contacts qui sont à risque de transmission Covid, qui sont complètement aveugles aux états de vaccination du cas et de la personne infectée. Donc, il y aura deux termes dans la Next Generation Matrix. Comment est-ce qu'on l'a paramétrisé? Donc, on a ajouté une autre source de données. Donc, en bas, vous voyez la survey que je viens de décrire et notre analyse statistique. Et en plus, on a utilisé de matrices de contact qui sont stratifiées par âge, sexe, qui sont très utilisées dans la modélisation des épidémies, qui viennent de l'étude Polymod. Vous avez la référence là si vous ne le connaissez pas. La chose importante, c'est que dans Polymod, on avait les matrices de contact dans les households et dehors des households. So, on devait mapper les contacts qui respectaient l'homophilie among friends and family, les autres qui étaient homophilie blind, avec le type de contact, le lieu de contact, household and non-households, qu'il faut distinguer parce qu'ils ont un taux de transmission très différent. Donc, on a bien sûr fait des suppositions qu'après on a aussi testé en termes de sensitivité, mais on a supposé que les contacts dans le household toujours respectent l'homophilie parce qu'ils sont avec des friends and family. Dehors des households, on a supposé que 25% des contacts respectent l'homophilie, le reste ne respecte pas l'homophilie et on a changé
25% pour sensibilité. Donc, ça nous permet de paramétriser la Next Generation Matrix et de sortir le taux de reproduction du COVID dans chaque pays. Mais nous, on n'est pas intéressé à une estimation du taux de reproduction, mais à l'impact de l'homophilie sur le taux de reproduction, et notamment dans la fraction du taux de reproduction qui est causée par l'homophilie. Donc, on a aussi simulé un counterfactual où on supposait qu'il n'y avait aucune homophilie dans aucun contact. Donc, tous les contacts étaient établis sans regarder l'état de vaccination. Et un modèle paramétrisé comme ça nous donne un autre taux de reproduction. Et finalement, la différence relative entre les deux taux de reproduction nous mesure la fraction du taux de reproduction qui est attribuable à l'homophilie. Et ça, c'est ce que je vous montre. Donc, la chose que je trouve très intéressante, c'est qu'une fraction plutôt grande du taux de reproduction est attribuable à ce jour-là à l'homophilie. Comme vous voyez, c'est quelque chose qui va entre 12 et 20% dans le pays qu'on a observé. Donc, ce qu'on démontre, c'est que la réduction de l'homophilie peut aider à réduire le taux de reproduction du COVID-19. Et on sait bien que le taux de reproduction travaille en termes de seuil. Donc, si on est à des taux de reproduction qui sont entre 1 et 1,20, on peut envisager que si on acte sur l'homophilie et on réduit l'homophilie, on peut même arriver à porter le taux de reproduction au-dessous du seuil épidémique. Et donc, réduire l'homophilie peut être aussi une manière d'empêcher ou de stopper aussi des vagues épidémiques avec, bien sûr, des effets positifs sur le burden du COVID-19 et aussi sur l'émergence des... Est-ce que j'ai encore du temps ou je dois terminer? Encore 1 ou 2 minutes maximum. OK. Bon, de toute façon, ça, c'est les points finaux. En plus, ce qu'on a vu, c'est que l'impact de l'homophilie, donc la fraction du RDT attribuable à l'homophilie, augmente avec l'efficacité du vaccin dans la prévention de l'infection. Donc, est-ce que ça veut dire, ce qu'on suggère, c'est que peut-être au lieu de seulement se focaliser en booster les gens qui ont été déjà vaccinés, il faudrait synchroniser le boosting avec des campagnes pour chercher d'augmenter aussi les primo-vaccinations, parce que le fait de booster aussi va augmenter le bénéfice des primo-vaccinations. Et je termine donc voilà avec les limitations de l'étude, que bien sûr c'est basé sur des données de self-reported survey avec les biais qu'on peut avoir. Le deuxième point, je l'ai déjà parlé. Bien sûr, on a exploré le taux d'efficacité du vaccin, mais on n'a pas distingué parmi la vaccination, parmi les rappels, etc. Ça, on croit que ce n'est pas trop un problème parce que nous, on n'est pas intéressé à estimer le taux de reproduction de manière absolue, mais sa fraction attribuable à l'homophilie. Et donc, dans cette ratio, il y a des termes qui se simplifient. Et finalement, on pouvait seulement prendre en compte les gens qui avaient au moins 18 ans, qui avaient répondu à la survey. Donc, il y a peut-être un biais dans ce cas-là, mais on pense que il faut observer deux choses. Un, que le taux de vaccination est plus bas dans les gens qui sont plus jeunes. Et deuxièmement, ce qu'il y a d'études qui montrent qu'il y a une homophilie entre parents et fils. Donc, avoir quitté les gens qui sont plus jeunes de 18 ans, en fait, peut, au pire, sous-estime l'effet de l'homophilie. Et voilà, je termine. Il y a la référence au préprint et je remercie aussi Pierre-Yves qui a travaillé avec moi sur ça. Merci beaucoup, Eugenio et Pierre-Yves. Vraiment un très, très joli travail, je trouve. En pratique, alors il n'y a pas de questions sur le chat.
Peut-être une seule question, mais la réponse est dans la dernière diapo. Finalement, la recommandation, c'est plutôt d'aller vers les sujets qui n'ont pas été primo-vaccinés. Et est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, avoir une idée de l'impact relatif que pourrait avoir d'aller vacciner quelqu'un qui n'a pas encore été vacciné par rapport à quelqu'un qui l'a déjà été en raison de cette homophilie? Je m'exprime pas très bien, c'est ce que vous avez montré, hein, bien entendu, mais pour le décideur de santé publique, c'est quoi le rendement finalement concret qui est celui de vacciner quelqu'un qui ne l'a jamais été par rapport à quelqu'un qui l'a déjà été, si on tient compte de ce clustering, de cet effet d'homophilie qui existe entre les vaccinés et non vaccinés? C'est le RT c'est le ratio relatif de RT qui ne mesure pas exactement ça, mais voilà, je trouve que ça serait intéressant d'avoir une espèce de mesure. C'est un peu comme les anciennes publicités où on échangeait 2 barils contre 1. Bah là, voilà, si on va vacciner une personne qui n'a jamais été vaccinée, ça revient à vacciner 2 personnes qui l'ont déjà été. Vous voyez, cette espèce d'équivalence qui serait intéressant à quantifier. Oui, donc une chose qu'en fait, cette question me fait penser à une chose que je n'ai pas mentionnée dans les limitations et qu'il faudrait prendre en compte pour faire ce type de mesure, c'est aussi le fait de l'immunité acquise par l'infection. Pour être vraiment capable d'estimer cet impact quantitatif comme ça. Ce que je veux souligner, c'est que c'est pas... on ne veut pas donner une idée de cost-effectiveness analysis dans le sens, si tu as un vaccin, il faut primo-vacciner plutôt que faire d'autres choses. Ce n'est pas vraiment l'idée. L'idée, c'est vraiment c'est d'envoyer un petit message que on donne pour acquis que les gens qui ont jamais été vaccinés, bon, ils seront jamais vaccinés et il ne faut pas faire d'efforts à les vacciner parce que là, on a un peu tout sous contrôle et donc on peut simplement booster. Ce qu'on montre, c'est qu'en fait, même s'il n'y a pas énormément de gens qui ne sont pas vaccinés, cet fait qu'ils sont clusterisés parmi eux peut avoir un impact que c'est vraiment sizable sur la diffusion. Donc, c'est ce que ça veut dire que je me rends compte du coût politique de faire ce type de campagne. Ce n'est pas facile et tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de ce que nous dit la modélisation, il y a un bénéfice grand qui vient de vacciner les gens qui n'ont jamais été vaccinés. Et ce n'est pas out-out. Donc, ce n'est pas faire ça au lieu de booster. C'est au contraire, en fait, ce qu'on montre, c'est que si le taux de protection dans les gens boostés augmente, bien sûr, RDT en soi descend, mais la proportion de RDT qui est attribuable à l'homophilie croît. Donc, est-ce que ça veut dire que si on fait un bon boosting, ce qui nous reste, et si on fait un bon boosting, mais RDT, c'est encore au-dessus de 1, il n'y aura pas d'autre choix que d'aller vers l'homophilie. Sinon, on arrive à quelque chose qu'on n'est pas capable de diminuer et donc on arrive à un lower bound pour le burden qui est atteignable. Je ne sais pas si je suis clair. Ici, tu es clair. Bon, merci beaucoup en tout cas. Et il faut passer à la présentation d'après, qui est celle de Andrea Montanari de l'équipe Nemesis. Autour de l'utilisation des capteurs pour investiguer les déterminants environnementaux et comportementaux du rythme circadien et du sommeil, si je traduis bien le titre de la présentation que tu vas peut-être faire en anglais, Andrea. Yes, it will be in English. Okay. So it's your turn. Okay, can you see my slides? Not yet. Oh, no. What about now? Yes, it's okay. It's not full screen, but it's okay. Full screen now? Yes, it's good. Okay, great.
Hi, everyone. So I'm a PhD student of the Nemesis team, and my supervisor is Basil Chex. And today I will talk about my work on the determinants of sleep and circadian health. So I prepared a 20-minute presentation on my work. It will be divided in 3 parts. A first part will be on sleep health and why it matters for public health. Second part on the study of HankMyMap, investigating the determinants of sleep. Finally, one last study, this real study, investigating the determinants of circadian health. So let's start from sleep health. Sleep is an imperative universal physiological process necessary for life. It plays a fundamental role for physical and mental health, and it is so important that normally it occupies 1/3 of a human lifespan. Sleep patterns and needs are influenced by a complex interplay of different factors, but overall, adults should sleep between 7 and 9 hours per day in order to have optimal health and longevity. Yet, a significant percentage of the global population fails to reach the recommended sleep duration. For instance, in the States, up to 1/3 of the population does not sleep enough. In France, this percentage is lower, is around 15.8%, but remains relevant for public health. In addition to mere sleep duration, we also have a high prevalence of sleep disorder, such as sleep apnea and insomnia, which tend to be undiagnosed and pose a significant public health burden. But why does bad sleep matters? What are the costs of insufficient sleep? Well, to talk with the language of today, it translates into a great loss of capital. In fact, according to one recent study, bad sleep in the population leads to decreased productivity, which translates into reduced GDP at the country level. But unfortunately, the consequences of bad sleep go well beyond the loss of mere wealth, productivity, and performance. In fact, according to several meta-analyses, poor sleep is associated with higher mortality. It is associated with 7 of 15 of the leading causes of death, such as death incidents, diabetes, or cardiovascular disorders. The potential mechanism behind these associations might lie in the effects that sleep deficiency can have on inflammatory pathways, neuroendocrine control, glucose regulation, metabolism, just to mention a few. The relationship with mental health is also quite complex. In fact, according to meta-analytical evidence, sleep and most mental and neurocognitive disorder have shown mutual influences. Sleep deficiency is associated with impaired neuroplasticity at night. So for instance, during sleep, the process of memory consolidation is altered. And during the day, the following days, we usually observe higher emotional reactivity and decreased executive functions, factors that normally increase the vulnerability to stress and to the development of mental disorders. So let's dive into the first study, HankMyMap. The study focused on the determinants of sleep. Starting from the environmental determinants, we can see from recent literature that different physical and social environmental factors have been associated to poorer sleep outcomes. We can list, among many, noise, air, and light pollution, lack of green space and walkability, housing conditions, and limited social cohesion and perceived safety. All these factors can have a direct impact on sleep, or indirectly by increasing stress biomarkers and allostatic load. This exposure to adverse environmental condition is not equally distributed in our society, but tends to be patterned by ethnicity and socioeconomic status, perpetuating sleep health disparities. As you can see from this simple screenshot of the cartography made by Air Paris, where you see the increased noise that we can observe along the peripheric. So people, for instance, living near the peripheric might experience more of this pollution. On the behavioral side, instead, we name as the most important behaviors chrononutrition, namely the timing of feeding and fasting, psychotropics such as caffeine, then sleep-wake regularity, of course, light exposure, and physical activity.
Physical activity is very important, and it is supposed to have a reciprocal influence with sleep. It's only physical activity improves sleep, and sedentary behavior have the opposite effect, but also worse sleep at night is usually the following day by worse physical activity. So a sort of vicious cycle. In this study, I will investigate in detail the environmental determinants of sleep in older adults. I will do that through the dataset of HankMindMap, which is a study that was run by our team from 2019 to 2021 in Ile-de-France, with the goal of investigating mental health in older adults. Personally, I will look at the sleep data of this project in order to assess the association between the participant residential environment and their sleep. Also measuring physical activity and mental health. But why is it relevant to track sleep in older adults? Well, it is important because sleep patterns are a function of age and health status, and older adults compared to younger populations tend to experience more sleep problems and to have a very different sleep architecture. As you can see from this graph, you see that older adults usually spend much less time in the most restful sleep stages, such as deep sleep and REM 3 and 4, and have much more awakening. The analytical framework of this study involves repeated measure for 7 days. In other words, put simply, we track participants for 7 days with a specific mobile sensing protocol, where we follow them in space and time with our sensor, and we collect health and exposure data. Our sample includes approximately a bit more than 200 older adults from Ile-de-France. And the main outcome will be obviously sleep assessed by an accelerometer. This device, whereby a participant at night at the wrist can detect sleep periods and wake periods and provide us different measure. We have total sleep time, wake after sleep onset, which is like the total sum of wake periods during such sleep time, sleep efficiency, which is actually the percentage of such total sleep time spent asleep, and finally insufficient sleep. Namely, we categorize each night as insufficient or sufficient according to the total duration of sleep once we subtract the awakening period. It is sufficient if it is above 7 hours. And from our preliminary view on the data, it looks like 29% of our nights did not reach the recommended 7 hours. So in the following months, I will focus on analyzing this data, and I will try to see how these nights of insufficient sleep will distribute in our sample and how they can be associated or not with different environmental and behavioral variables. For my first analysis, I will consider the residential environment of the participant as main predictor. So with the help of my colleague, Giovanna Fancello, we selected and calculated with ArcGIS different indicators that are considered relevant for sleep according to the literature. We used GIS data instead of administrative boundaries to avoid exposure misclassification. And because with GIS, we can actually calculate a different type of exposure. For this reason, we indeed calculated two types of buffer. A 1 kilometer buffer as a sort of proxy of the general neighborhood exposure, and a more precise buffer of 25 meters square for to account for sleep-specific exposures. For our mediators or confounders, we actually use smartphone surveys. We assess 4 times a day momentary mood and anxiety symptoms. We use the Equimo Tracker app developed by our lab with the specific purpose of delivering such a geographically explicit momentary assessment. And in addition, we use a second accelerometer, this time at the waist, to track the participant physical activity during the day. And it can distinguish different type of activity from sedentary behavior all the way to vigorous activity. We will model the data with multi-level linear regression in order to account for the nested nature of our data.
Firstly, we will model a random effect at the individual day level. And secondarily, we will model a fixed effect at the individual level in order to consider within individual differences. In this picture, you can also see an example of a possible causal diagram. This one specifically would be the first one that I will test. Sensitivity analysis would be deployed in order to assess the relevance of a mediation pathway over a confounding one. But obviously in future studies, we could also test the reciprocal influence between sleep and mental health, or sleep and physical activity. So we have multiple hypotheses and we will test them all with time. Our strengths are the high internal validity due to the high frequency measurements of our mobile sensing protocol. We can also mention the multifactorial environmental assessment, where we are able to distinguish different type of environmental factor. And for the limits, we mention, first of all, the 7-day tracking without follow-up. This means that we can only try to assess momentary effects, and we have no vision on long-term effects. Another limitation is due to the sleep assessment made by the accelerometer, which it provides objective data, but at the same time, it does not provide sleep staging. And it tends to overscore the time spent asleep and to underscore the time spent awake. So in other words, to simplify, the more fragmented the sleep, the less accurate would be the measurement. And this obviously is problematic when we look at a sample of older adults that have more trouble sleeping. Finally, the last limitation, we can say a major one, is the lack of circadian assessment. The circadian rhythm is one of the most important dimensions to look at when we consider sleep health over multiple days. It is for this very reason that I participated to the development of the Surreal study, which focuses on circadian health. Well, how do we define circadian health? The circadian rhythm is the endogenous rhythm of all biological processes, from our basic physiology all the way down to gene expression at the molecular level. By circadian entrainment, we mean the adaptive alignment of this internal rhythm to the external rhythm of the local environment, which is regulated by the dark light cycle of the Earth's rotation. In order to entrain your circadian rhythm, to be exposed to sunlight in the day and to be exposed to darkness at night and to be sleeping at night is the strongest way to entrain your system. On the opposite side, we have circadian disruption, which is the maladaptive misalignment of the internal rhythm with the local environment. This is a phenomenon that is clearly evident for shift work or for jet lags. But to a minor extent, it is also widespread through the phenomenon of social jet lags that everyone tends to experience in weekends. Chronic circadian disruption is very relevant for public health. It is considered potentially carcinogenic for human health. So the study put a lot of emphasis on circadian disruptors. What are circadian disruptors? Any factor promoting misalignment of our circadian rhythm. Among the environmental disruptor, we can mention high intensity light at night, or for instance, also urban heat islands is another example. So there's a lot of evidence, for instance, that living in highly illuminated areas at night, which are very common in densely populated cities, this tend to be associated with later sleep onset and reduced melatonin secretion and higher rates of sleep problems. On the behavioral side instead, we can mention the digital devices, smartphone, tablets, and the use of social media. All phenomena that are very widespread in our society. According to epidemiological studies, the use of such devices and the use of social media prior to bedtime induces nighttime alertness and increased arousal, which tends to lead to circadian misalignment by shifting the time of sleep. So the protocol, the Surreal protocol, it is a feasibility study that I developed in collaboration with another
laboratory in Jerusalem, specifically at the Hebrew University of Jerusalem. And the main objective of this study is to investigate the determinants of sleep as circadian health. The analytical framework is very similar to the previous study. We track our participants for 7 days. This time we have only 50 adults. It is a feasibility study, and it has to be done in the framework of my PhD, so we have a limited time. And the participant will be from the area of Jerusalem. The protocol is a bit more complex than the precedent. It includes more sensors. The most important novelty added here is a wearable electroencephalogram. Then we also have a range of other sensors that now we'll go through in more detail. Starting from the main one, our outcome. This wearable EEG allows our participants to independently monitor their own sleep. It offers us accurate sleep staging. And this is very relevant for us because we can see more detail how the different sleep stages can then actually be associated or not with our environmental behavioral variables. In particular, myself, I'm very interested in the rapid eye movement period, the REM phase, because it is supposed to have a very major role in emotional brain processing. And so it is very relevant for mental health. In our study, we also assess sleep confounders like temperature, humidity, and noise in the bedroom. So we have a complete look on sleep. Among our main predictors, we have an ambulatory circadian and stress assessment, thanks to these two sensors. On one side, we have this bracelet, this smart watch called the Embrace Plus, which allow us to see in real time the stress response of our participants through these psychophysiological indexes that give us a window on the autonomic nervous system. On the other side, we have this small sensor that participant will wear around the neck with the use of a pin or a necklace that is supposed to collect light exposure every day. And we can differentiate artificial from sunlight thanks to the intensity, because sunlight is way above 1000 lumen, while artificial light is way below that threshold. Regarding our mediators and confounders, once again, we use smartphone surveys through the EchoImo Tracker app. We track again mood and anxiety, momentary symptoms, but this time we also track a sleep diary where we have self-report sleep quality questions, but also confounding factors. We assess the consumption the day before of alcohol and caffeine. Then we have another app developed by the Israeli laboratory that tracks the smartphone of the participant and basically tracks their use of their applications, providing a timestamp and the GPS data for each time they log such application. So like this, we can use when and how they use this application, and we can differentiate different types. So we can look, for instance, at social media. This type of protocol has different strengths and different limitations. We can mention certainly the high internal validity due to the high frequency measurements, a multi-factor sleep assessment, including sleep staging and assessment of many confounding factors relevant for sleep, the real-time assessment of the autonomic nervous system, and finally, an ambulatory circadian monitoring protocol. On the limitations, again, we have only 7 days for tracking. And this time, the protocol is a bit more burdensome and expensive. And our sample is much smaller. We can observe an outturn effect. And due to the reduced number of participants, we have indeed lower external validity and statistical power. So this is my last slide. It's about the conclusions. In general, our goal with this study is to advance
methods for individualized medicine, precision medicine, and for just-in-time adaptive interventions. In more pragmatic terms, our goal is to identify the major environmental and behavioral circadian disruptors so that we can update behavioral guidelines on sleep hygiene, and so that we can create implementational knowledge for better urban planning. For future direction, we can suggest for new studies to aim for longer tracking periods, so we can finally assess long-term health effects, and we can have a deeper understanding of the complex properties of long time series. And I ran out of slides, so this is the end. Hopefully in a year and a half, I will be able to present you the results of these studies. And for now, that's all. Thank you very much, Andrea. This is a very fascinating study. There was one question, but not the main chat, about the impact of NAP in the context of investigating the circadian cycle. After that, I have two other following questions. Okay, starting with the first question. In the Echo ImmoTracker app, we actually also assess the time spent napping, because obviously napping can interfere with sleep. Also, it depends from the duration and the timing of sleep. If it is in the day or if it is in the evening, has a different impact. But luckily, we have a way to take this to account for this. Okay. So one question was about how do you get consent from participants to this kind of study? Because I was wondering whether wearing the EEG device during the sleep could affect the quality of the sleep by itself. So how do you control for this kind of modification due to wearing something, and how do you get consent from the different participants in your study? Okay, two good questions. I will start from the easy one. Regarding the EEG, I had to test it myself, obviously, before condemning people to wear it. And indeed, the first night is a bit uncomfortable. But usually, and this is also reported by other people that tested the device, the following nights, you get used to it, and so you are less disturbed by the device. So in pragmatic terms, we will probably ignore the first night. And that's actually very known in the literature, that there is always an adaptive effect the first night, no matter what type of device. Regarding the consent, okay, that's actually more tricky, because it's indeed a very burdensome protocol that can be also be quite invasive. And so we obviously try to have a representative sample, but it's obviously not so easy, because usually the people that voluntarily participate, among the one that we pre-select, of course, tends to be the more motivated and the more interested in health. And so there's a slight bias in the sample. But with the new study, we will also give a modest reward to the participants to support them. Okay. So yeah, we offer support, and that's the best we can do. And I suppose that the protocol is approved by an institutional review board or ethical committee or things like that? Yes, that's actually the most tricky part of a sensor-based protocol, to get ethical approval. But we managed to reach ethical approval in Israel, and right now they're actually running the pilot in this very period. And in the following weeks, hopefully we will start with the main study. Okay, thank you very much. So thank you for this presentation. And it's quite time to finish this webinar. So le prochain séminaire, je vais le dire en français, c'est peut-être plus simple, aura lieu le 27 septembre, et avec les présentations de Clépivir, Pépite et RS. Et d'ici là, si je n'ai pas l'occasion de vous recroiser à tous et toutes,
je vous souhaite de très bonnes vacances d'été. Voilà. À bientôt. Et merci à tous. Merci.